Bonjour tout le monde, je suis Youssef Tsouli Shahid, accompagné par mes camarades Abdelmourch Boudine et Ilyas Tahri. Dans notre présentation, on va traiter le sujet du diagramme d'Ishikawa. Commençons d'abord par les origines de ce diagramme. Le diagramme d'Ishikawa porte le nom de son créateur Kaoru Ishikawa, un ingénieur japonais qui a travaillé pour Nissan et qui fit partie de l'organisation des ingénieurs et des scientifiques japonais, dans laquelle se retrouvaient pour échanger leurs idées de grands noms de la gestion de qualité. Au cours de sa vie, il a échangé avec d'autres théoriciens comme Deming, le créateur de la roue de Deming, aussi nommée méthode PDCA, afin de traduire et pousser la recherche dans le problème solving. Le diagramme d'Ishikawa, aussi appelé diagramme de cause et effet, ou encore diagramme en arête de poisson, est un outil utilisé pour identifier les causes d'un problème afin de fixer la méthode de résolution optimale. En ce qui concerne la visualisation du diagramme, le diagramme d'Ishikawa prend la forme d'un arbre avec plusieurs branches ou d'une arête de poisson. On retrouve l'effet qui est le problème que rencontre l'entreprise à la tête du diagramme. Et puis les principaux causes, modélisées par des branches ou arêtes. Ces causes, les 6 M, représentent chacune une composante de l'entreprise. Mon camarade Abdelmourch Boudine va expliquer en détail ces isèmes dans les prochaines diapositives. Pourquoi utiliser le diagramme d'Ishikawa? Le principal intérêt du diagramme d'Ishikawa est d'identifier l'ensemble des causes qui ont une influence plus ou moins directe sur un problème observé. Prenons comme exemple une entreprise qui fait par exemple face à une baisse de son chiffre d'affaires. C'est normal que l'entreprise se pose la question de savoir pourquoi cette baisse a lieu. C'est pour répondre à ce type de questions que l'utilisation de cet outil s'avère pertinente. Les causes identifiées sont ensuite hiérarchisées, permettant à l'entreprise de prioriser les efforts à mener pour résoudre le problème. Le contexte d'utilisation du diagramme d'Ishikawa. Le diagramme peut être utilisé selon plusieurs contextes. Il peut être considéré comme une checklist, un support de représentation graphique, ou même une technique de structuration des idées en lien avec les causes. Mais la force du diagramme d'Ishikawa réside dans le fait que ce soit un outil très visuel. Une représentation graphique facilite grandement la communication autour du problème. Ceci offre aux dirigeants une vision globale, à la fois synthétique et précise de l'effet néfaste identifié. Le diagramme de cause et effet est applicable pour tout type d'entreprise qui rencontre un dysfonctionnement quelle que soit sa taille ou son domaine d'activité. Il peut aussi avantageusement être utilisé pour l'optimisation de processus. Alors, maintenant rentrons dans le cœur du sujet, l'élaboration du diagramme. Je pense que c'est bien clair de quoi je vais parler dans cette partie. Nous allons voir bien comment créer le diagramme concerné via une méthode simple et précise. Commençons avant par citer les règles d'or du travail, c'est-à-dire les conditions essentielles pour bien résulter en un diagramme d'Ishikawa réussi. En premier, on trouve le groupe de travail. Avant de commencer le travail, il faut former un groupe pluridisciplinaire et chaque membre doit y participer. En effet, la fonction majeure de ce groupe est concentrée dans le deuxième point. Deuxièmement, le processus de brainstorming est trop important. Il est recommandé de pratiquer auparavant un brainstorming pour trouver toutes les causes au problème. Donc, chaque membre du groupe peut librement exprimer ses opinions. Et par la suite, la démarche du travail où il faut identifier les causes principalement responsables du problème et les classer selon leur relation par rapport au problème posé. Enfin, comme résultat, nous aurons le diagramme d'Ishikawa souhaité. Passons au deuxième tiré, le déroulement du diagramme, c'est-à-dire comment la roue du travail doit tourner pour réaliser le but final qui est identifier les causes et les tracer selon le diagramme des causes-effets. Alors, la première étape à suivre est définir précisément l'effet recherché. Autrement dit, le problème doit dans un premier temps être clairement formulé. Plus clairement vous êtes en mesure de mettre un nom sur le problème et mieux le diagramme d'Ishikawa fonctionnera. Il est possible de présenter l'effet de deux manières. Une manière positive, en formulant l'objectif que l'on souhaite atteindre,
ce qui motive l'équipe encore plus et favorise la participation et les discussions dans une atmosphère conviviale. Et pour la deuxième manière, c'est la manière négative en formulant le problème que l'on souhaite résoudre, et cela peut induire à une situation où on cherche les justificatifs et blâmer les uns et les autres au lieu de se focaliser sur les causes principales. En termes de représentation graphique, placer cet effet dans un cadre à droite du diagramme et tracer une flèche de la gauche vers la droite pointant vers le phénomène à étudier. La deuxième étape est bel et bien l'identification des causes. C'est la période de recherche d'idées. L'idéal étant de faire cet exercice en groupe, ainsi qu'utiliser le brainstorming ou on peut dire technique de créativité en groupe. En addition, il est important de noter sans classer en premier les idées venant de toutes parts, en respectant la discipline suivante. On écoute ce que l'autre dit, pas de critique négative et il faut exprimer le maximum d'idées. Après avoir proposé toutes les causes possibles, faut regrouper les causes en famille. Spécifiquement, 5 catégories commençant par M, d'où venait la nomination du diagramme d'Ishikawa ou diagramme des 5 M. La première M est machine ou matériel. Il s'agit du matériel nécessaire au projet, des locaux éventuels, les gros outillages. Cette catégorie requiert un investissement. Les machines peuvent être la cause de plusieurs problèmes, par exemple camion trop petit, ordinateur ralenti par un virus, réseau informatique en panne. La deuxième M est la main-d'œuvre ou management, consistant sur les personnels qui participent au projet, internes et externes, mais qui travaillent pour le projet ou qui est lié à l'objectif du projet. Pour l'instance, manque de communication entre les personnes, un sabotage intentionnel, le responsable hiérarchique qui ne fait pas son travail correctement ou les employés sont démotivés et mal payés. La troisième M est la matière, qu'on peut la définir comme étant tout ce qui est consommable et utile au projet ou à l'objectif du projet, les matières premières, le papier, l'électricité, l'eau, d'une manière différente, tout ce qui concerne les inputs du processus, par exemple le fournisseur qui change la qualité de l'acier sans prévenir, l'électricité connaît des variations de voltage, les boulons n'ont plus le même pas de vis. La quatrième M est la méthode, qui signifie les procédures existantes, les modes d'emploi utilisés comme étant le temps de cuisson qui est trop long, pas assez de stockage prévu dans l'entrepôt, le planning de livraison est mal conçu. Et la cinquième M et la dernière M est le milieu où on peut dire l'environnement physique, où on peut dire l'environnement physique et humain pouvant influencer sur le projet, les conditions du travail, le parking, les espaces verts, par exemple les bouchons routiers, la pluie mouillant les raisins avant récolte ou une canicule entraînant un déréglage des machines. Tout cela permet d'orienter la réflexion vers les 5 domaines. Parfois, on y ajoute 2 autres catégories, celle de la mesure pour tout ce qui peut être quantifié, donc mesuré. On pose la question suivante: travaille-t-on à partir d'informations fiables? Par exemple, on prend le cas de mesurer avec un voltmètre. La question est-il bien étalonné? Un autre cas, on a diagnostiqué le problème à partir de fiches de non-conformité. La question est, ces fiches étaient-elles bien remplies? Certains ont-elles été perdues? Et la deuxième catégorie supplémentaire est la monnaie. C'est bien simple, les sources de financement. Néanmoins, ce n'est pas un facteur causal direct. Il influe sur les autres facteurs. Par exemple, l'investissement faible nous donne des machines inefficaces. Donc, c'est un facteur trop facultatif qu'on s'y base pas. Une remarque concernant ces familles, ce n'est pas obligatoire de les utiliser toujours. Il y a des situations dont ces causes appartiennent qu'aux 4 ou 5 ou même 6 familles. Pour la représentation graphique, en addition à la première étape qui consiste à tracer la flèche de gauche à droite pointant vers l'effet ou le phénomène à étudier, on trace des flèches secondaires correspondant au nombre de familles de causes identifiées. Par exemple, dans un cas, on trouve toutes les causes et puis il y a ici les flèches secondaires correspondant au nombre de familles de causes identifiées. Puis, on trace les causes rattachées à chacune des familles
qui seront inscrits sur des mini-flèches. Et voilà le diagramme d'Ishikawa final. Pour conclure cette partie théorique, on cite les deux étapes finales. On commence par détailler les causes en sous-causes, puis rechercher les causes réelles du problème, ensuite déterminer la cause racine, et enfin on liste le plan d'action afin de résoudre chaque défaut en se basant sur les causes. Donc, pour bien assimiler le diagramme d'Ishikawa et ses différents aspects, prenons l'exemple d'un restaurant qui constate une baisse de fréquentation de son établissement. Pour identifier les causes de cet effet, ce restaurant peut utiliser le diagramme d'Ishikawa. Pour cet exemple, les causes identifiées au sein des 5 M pourraient être les suivantes. Pour la méthode, les processus de fabrication et les recettes pour élaborer les plats. Pour la matière, la qualité des ingrédients utilisés. Pour le milieu, c'est la présence d'un nouveau concurrent au sein de la zone de chalandise, les habitudes de consommation qui ont évolué. Pour le matériel, c'est le mobilier de la salle est vieillissant, l'aménagement intérieur est de moins en moins séduisant aux yeux des clients, et pour la main-d'œuvre, le personnel a peut-être une attitude qui ne convient pas à la clientèle. Maintenant qu'on a détaillé chaque cause possible capable d'être l'origine du problème de fréquentation, c'est au dirigeant d'accomplir l'étape suivante. Donc, le dirigeant hiérarchise ces causes en fonction de leur impact et de la capacité de l'entreprise à pouvoir agir sur ces causes. Dans cet exemple, il pourrait s'agir de d'abord prioriser la main-d'œuvre qui demande davantage une optimisation du management que des moyens financiers. Une autre cause déterminante dans cet exemple est la présence d'un nouveau concurrent, ce qui nécessitera de mener une étude de marché qualitative afin de comprendre les attentes des consommateurs et ainsi y répondre plus efficacement que la concurrence. Enfin, nous pourrions retrouver le matériel comme cause la moins prioritaire, car le restaurant ne dispose pas du budget nécessaire pour réaménager sa salle. Finalement, en exploitant les connaissances et l'expérience combinées d'un groupe de personnes, le diagramme d'Ishikawa aide à identifier les relations de cause à effet dans les problèmes. Sans une telle analyse visuelle, une équipe peut perdre du temps à réfléchir à des solutions à ce qu'elle suppose être le problème, alors qu'en fait il ne peut s'agir que d'un symptôme. En d'autres termes, il peut finir par résoudre le mauvais problème. Un autre avantage est que le diagramme d'Ishikawa permet de voir toutes les causes simultanément et représente donc un outil utile pour présenter le problème et les solutions aux parties prenantes. Et avec cela se termine notre présentation du diagramme d'Ishikawa et merci pour votre attention.